Douane, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes en athlétisme, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et thérapeute afin d'accompagner ceux qui se sentent seuls et perdus, ceux qui vivent un mal-être après leur carrière de sportif de haut niveau. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que j'ai créé ce podcast afin que vous puissiez vous identifier et trouver des réponses à travers les différents témoignages et les explications de nos experts. En cette période de fête, avec notre spécialiste en neurosciences préféré, Roméo Cournal, nous plongeons dans un sujet crucial, le syndrome de Noël. Bonjour Roméo. Bonjour Gladouane, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu es tout beau, hein, tu t'es fait beau pour l'occasion. Bah oui, c'est Noël et justement, je profite pour vous rappeler que le podcast existe également en vidéo sur YouTube, si vous le voulez, partager ce moment de façon un petit peu plus visuelle. Alors, justement, dans cette période de Noël, de nombreuses personnes ressentent diverses pressions, notamment sociales, familiales, financières, et parfois même, elles sont liées aux attentes individuelles. Ces pressions peuvent entraîner du stress, de l'anxiété, des sentiments de surcharge émotionnelle, ce qui peut être perçu comme le syndrome de Noël ou la natalophobie. D'ailleurs, Roméo, je sais que c'est un fait avéré, les cabinets d'ostéopathie sont pleins en cette période. Il y a même un pic d'attaques cardiaques de l'ordre d'environ 15% selon une étude suédoise. Alors évidemment, les divers consommations en abus comme l'alcool peuvent justifier d'un trouble de rythme cardiaque, par exemple, mais il ne s'agit pas que de cela. Oui, il ne s'agit pas effectivement que de cela. C'est-à-dire que les affections qui vont atteindre en fait les personnes sont bien évidemment, j'ai envie de dire, relatives en fait à certains excès de table. Mais en réalité, ce n'est pas la cause finalement. La cause principale, c'est justement la pression justement dont tu as parlé et finalement l'incapacité ou même le sentiment d'illégitimité que les personnes ont finalement d'affirmer leur authenticité. Il y a des personnes qui n'aiment pas les fêtes, il y a des personnes qui vivent mal en fait justement cette exigence de bonheur apparent parce que précisément eux ne vivent pas le bonheur. Et c'est vrai que on a tendance à penser lorsqu'on a déjà un état dépressif, tu sais, on est un petit peu déprimé, on est un petit peu pas bien, on a tendance à penser que finalement on a moins encore le droit dans cette période de se dire je vais mal ou de montrer aux gens qu'on va mal. Parce que c'est la période où tout le monde doit montrer que tout va bien, c'est la fête, c'est la famille, c'est la joie, c'est les amis, c'est les cadeaux. Mais en réalité, ça peut être violent pour des personnes qui ne sont pas en fait dans ce mood-là. Et puis, il y a bien évidemment les pressions familiales, parce que ces fêtes sont souvent, en tout cas dans le monde qui soit latin ou anglo-saxon, dans les pays de culture plutôt judéo-chrétienne dominante, il y a effectivement les repas de famille, etc. Et en fait, c'est précisément là où les personnes ne veulent pas aller, mais ils ne se sentent pas légitimes de pourtant dire une phrase très simple. Je n'ai pas envie. C'est une phrase extrêmement simple, hein, mais qui est très difficile. Oui, ça a l'air bête, dit comme ça. Oui, mais ce qui est impressionnant, c'est que les personnes qui ne se sentent pas légitimes ne sont pas forcément des personnes jeunes, ne sont pas forcément des personnes d'un niveau social inférieur ou quoi que ce soit. Ça peut être parmi les personnes que j'accompagne, il y a des cadres du CAC 40, il y a des médecins, il y a des avocats, tout comme il peut y avoir autant que des caissières en fast-food ou des pompistes. Mais l'idée, c'est que en vrai, il y a comme un interdit, un sentiment vraiment d'immense insécurité et surtout un énorme sentiment de culpabilité, simplement de dire « je n'ai pas envie ». Alors, la stratégie qu'utilisent les personnes, stratégie consciente ou inconsciente,
D'ailleurs, je remarque avec les années, bon, ça fait quand même quelques temps que j'accompagne mes frères humains, mais je remarque avec les années que il y a un niveau croissant de conscience. Les gens ont de plus en plus conscience que s'ils tombent malades, s'ils ont mal au dos, s'ils font un Covid, alors depuis jusqu'à l'année dernière, et même cette année, j'ai déjà eu des cas de Covid, c'est que en vrai, ça les arrange bien, et peut-être même qu'ils l'ont fait exprès, pour précisément avoir une bonne excuse pour ne pas aller dans ces repas de famille où on n'a pas envie d'aller, pour ne pas affronter justement le regard de certaines personnes qu'on ne se sent pas légitime à agresser ou qu'on ne se sent pas légitime à fuir. Donc, quand on ne peut ni agresser ni fuir, eh bien, précisément, on se sidère, hein, on se soumet et on s'anesthésie. Et donc, on peut se bloquer tout et n'importe quoi. Et je pense particulièrement au sujet qui nous intéresse, aux sportifs de haut niveau, j'ai envie de dire aux anciens sportifs de haut niveau, parce qu'il faut affronter aussi le changement de statut aux yeux de ses parents, aux yeux de la famille, des petits-neveux et nièces, des oncles et tantes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus... Il faut affronter la question, tu sais, la fameuse question de « tu fais quoi maintenant ?» Tu sais, le truc, oui. Des fois, la question à laquelle tu n'as même pas toi de réponse. Mais au fait, tu vas faire quoi maintenant? Pas facile. Clairement. Et en fait, on aura tendance à entendre « mais tu es qui maintenant ?» C'est ça qui est violent. Évidemment, c'est ce qu'on entend. Et c'est ce qui est violent. Clairement, tu n'es plus sur les stades. Tu es qui? Et venant en plus de Donc, tu es en train de personnes dire que finalement, la somatisation, c'est une manière de nous sauver, de nous permettre de ne pas avoir à affronter cette confrontation, parce que c'en est une. Dans l'écrasante. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu par notre système nerveux. Ouais, dans l'écrasante majorité des cas. Ouais, effectivement. C'est une stratégie. Encore une fois, après on comprend, hein, ça fonctionne, puisque si tu ne peux pas dire à mamie, écoute, mamie, je suis pas trop sur le truc là, le machin, et puis j'ai pas envie de voir tonton Gérard. Si tu as peur de te prendre une soufflante, si tu dis à mamie, j'ai Covid, mamie elle te fout la paix, hein. En vrai. Mamie ne peut pas t'en vouloir. Clairement. Alors, même si elle t'en veut, parce que s'il y a des gens qui trouvent le moyen d'en vouloir, hein, mais même si elle t'en veut, tu peux rien, tu n'y peux rien. C'est pas moi, c'est Covid. Oui. C'est pas moi, je l'ai débloqué. Et en plus, mamie, je ne viens pas pour te protéger, parce que si je viens avec mon Covid, je te mets en danger et je mets toute la famille en danger. Donc je suis finalement presque une bonne personne, on s'entend, hein, du fait de ne pas venir à cette réunion de famille, je me prive pour le bien de la communauté. Ce ne serait pas raisonnable. Ce ne serait pas raisonnable. Totalement. Mais finalement, ok, Noël, on se dit que c'est tous les ans. J'ai chaque année une nouvelle raison de ne pas affronter ma sphère familiale ou autre, parce que on sait que les fournisseurs d'attention ne sont pas forcément que biologiques. On va dire globalement les fêtes de Noël, c'est une occasion de se rassembler, peu importe avec qui. Finalement, si chaque année j'ai juste une bonne raison de ne pas y aller, c'est pas si grave finalement. En quoi est-ce que c'est grave? Écoute, je sais pas, tomber malade pour ne pas y aller, c'est quand même curieux, quoi. C'est pas. Est-ce que c'est grave? Tu es en train de me demander, est-ce que c'est grave de se bloquer le dos juste une fois dans l'année, juste comme ça, hein? Oui, c'est grave. Pourquoi? Parce que derrière ça, et c'est pour ça que je te dis, les personnes ont de plus en plus conscience qu'en réalité, elles l'ont carrément fait exprès. En tout cas, beaucoup le vivent comme ça. Il y a un sentiment de culpabilité qui va se rajouter, en fait, au fait de s'être rendu malade. Mais en plus, le sentiment de culpabilité que l'on a à ne pas dire à la famille « je n'ai pas envie », en réalité, avec la stratégie, on s'en est pas débarrassé. Et justement, on va s'en vouloir de ne pas avoir la force, de ne pas avoir les cojones de dire qui on est finalement. On sait bien qu'on est en train de mentir.
Et en plus, Donc c'est ces ça personnes l'impact qui nous sur ont notre donné vie cette finalement, éducation, c'est que ça mais dépasse c'est le clair, cadre on est en train de de mentir. Noël. On est en train de mentir aux personnes qui nous ont appris à mentir, on est d'accord. Et en fait, se dire, tu imagines, à mon âge, surtout, tu imagines, attends, je suis champion de France, je suis champion d'Europe, je suis champion du monde, je suis champion olympique, je ne suis pas foutu de dire à mamie, je n'ai pas envie. Il y a comme un hiatus là, Mentir il en y a comme une soi, dissonance. je sais que tu ne me contrediras pas, hein, ce n'est pas mentir en soi le problème. C'est finalement Clairement. contredire sa propre vérité qui est C'est ça. dangereux. C'est l'obligation de mentir qui est inconfortable. C'est l'obligation. C'est ça l'idée. C'est vrai que durant ma carrière, j'ai longtemps, j'ai pas eu à vivre finalement cette période de Noël parce que très vite, moi, je partais en stage, tu vois, je partais à l'étranger. Donc Noël était juste une raison de bien rester chez moi et de bien me reposer. Et donc, j'ai toujours passé Noël très loin de tout le monde et ça s'est toujours très bien passé. En revanche, quand j'ai arrêté ma carrière, étrangement, j'ai commencé à détester Noël sans comprendre pourquoi. Alors que ma famille est loin, hein, elle est aux Antilles la plupart du temps, donc j'ai pas de raison d'y aller. Pourtant, cette période de fête de Noël était là aussi une période de stress pour moi sans comprendre. Donc je comprends vraiment toutes les personnes qui sont en train de vivre ce sentiment en ce moment parce que moi-même je suis passée par là. Hein. Je sais pas si toi tu as eu une phase comme ça où Noël t'a pesé. Oh oui, oh oui. Si, j'ai eu cette phase-là. C'était une époque. Alors, c'était une époque. Alors, je vivais à Paris, dans la grisaille parisienne. Je n'avais pas envie d'être là. J'étais un peu saturé de cette vie. Alors, moi, à l'époque, je fréquentais plutôt le milieu de la communication, du showbiz et du spectacle vivant. Et c'est vrai que c'est un genre de trop plein, si tu veux. C'est un genre de trop plein et il y avait en fait une sensation d'être exclu. Et en plus, il y avait aussi une sensation de ne pas avoir droit à certaines choses. Je me souviens à cette époque, j'ai fait un détour énorme. J'avais une formation qui était pas loin des Champs-Élysées. J'ai fait un détour, mais un truc invraisemblable, pour ne pas traverser le village de Noël. Et il y a un truc qui me déprimait, c'était justement de traverser, de voir un village de Noël, de voir tous ces gens en famille qui sont heureux, machin, et pire encore, les malls, les centres commerciaux avec des gens qui poussent des chariots complètement bondés. Tu vois, cette surconsommation et puis cette idée en fait, et je l'entends beaucoup chez mes accompagnés, cette idée qui est un peu écœurante, que finalement pour être heureux, il faut acheter, il faut consommer. Et c'est encore plus vrai d'ailleurs, et n'importe quel commerçant te dira, hein, le mois de décembre compte double. Beaucoup de métiers font le chiffre d'affaires de l'année au mois de décembre. Tu plantes ton mois de décembre, tu as planté ton année. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent vivre ça comme étant écœurant, ne serait-ce que les personnes qui finalement n'ont pas envie de mesurer leur bonheur, mais plus que l'histoire du bonheur, leur réalisation personnelle à l'aune de la taille du caddie qu'ils peuvent pousser. Et c'est vrai que ça a quelque chose d'écœurant, ça a quelque chose limite de dégoûtant. Et pour peu qu'on ne soit pas fort dans sa tête, pour peu qu'on culpabilise encore, qu'on ne se soit pas encore émancipé de l'esclavage mental dont parle Bob Marley, et en tout cas des conditionnements socio-éducatifs et culturels, pour peu qu'on ne se soit pas émancipé de ça, il y a forcément une question de culpabilité qui viendra dessus. Et ça, en fait, c'est hyper déprimant. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle le taux de suicide, hein, tu en as parlé, le taux de suicide est effectivement important. Après, est plus important peut-être dans cette période que dans l'autre. Je sais pas si tu te souviens, aussi les auditeurs s'en souviennent. Je sais plus comment s'appelle ce film. Je crois que c'était Le Père Noël est une ordure d'ailleurs. Mais j'ai peur de me tromper. Où justement il y avait une ligne, tu sais, je sais plus si c'était SOS, je sais pas quoi. Enfin, où on pouvait appeler
pour SOS Détresse ou quelque chose comme ça. Je l'ai plus, je l'ai plus D'accord. vraiment, je l'ai plus vraiment en tête. Mais c'est un film français culte, hein, où je crois qu'il y a Anémone qui joue le rôle justement de cette écoutante. Comme quoi, déjà à l'époque, il y avait déjà en fait une conscience de la difficulté que certains pouvaient ressentir en fait à traverser cette période. Donc, pour peu qu'un sportif ait fait des contre-performances, voit arriver la fin de sa carrière ou a vu arriver la fin de sa carrière, pour peu que la carrière se soit finie sur blessure, sur une immense contre-performance, genre je me suis complètement viandé au jeu, genre j'ai fait la 4e place. Il paraît que moi j'ai jamais été sportif de haut niveau, mais il paraît que la 4e place aux Jeux Olympiques c'est la pire. Mais À il vaut la mieux être médaille en 10e que chocolat, c'est 4e. compliqué. Ah Je oui, sais pas, je tu me confirme. diras. Mais effectivement, vaut mieux être 10e que 4e. Donc, donc, euh, donc voilà. Et effectivement, on se met finalement en face de personnes. Et je crois, d'ailleurs, ce que tu viens de dire par rapport au fait que tant que tu étais en carrière, en fait, on te foutait la paix parce qu'on sait bien que tu as une vie à part. Mais le fait de quitter finalement la carrière fait que tu es censé t'intégrer au groupe. Tu es censé t'intégrer, quitter ta vie à part, finalement ta vie marginale, pour entrer dans la vie mainstream. Mais faire sortir quelqu'un d'une vie à part pour le faire entrer en vie mainstream, c'est compliqué. Ça demande une démarche effectivement de deuil. Et l'idée, c'est que cette période de fête de fin d'année a encore une pression supplémentaire, une obligation à rentre dans le mainstream, rentre dans ce qu'on attend de toi, rentre dans la famille, la dinde, le repas, etc., etc. Et ça, c'est effectivement, je peux comprendre que ça peut être hyper compliqué. Et pour le coup, ce que je C'est ce que dirais, j'explique à mes teammates, à mes coachés. Je leur dis qu'il y a deux attentes quand on arrête sa carrière. Il y a les nôtres, la vie qu'on imagine, mais il y a aussi l'entourage, la vie que l'entourage imagine que nous, on aura. Répondre enfin, voire encore pire, répondre enfin à leurs attentes. Puisque comme tu le dis justement, ils comprennent que tu as une vie à mener, tu as une vie presque, j'allais dire, de moine qui répond à des règles strictes et un cadre strict. En revanche, quand tu es libéré de ces contraintes-là, on veut enfin que tu répondes à nos attentes. c'est ça, c'est comme si tu avais un Deviens un droit. bon petit Maintenant, fils, un bon petit mari, réponds enfin à mes besoins. ouais, clairement. C'est pas un droit d'ailleurs, c'est vécu comme un devoir. Tu as le devoir d'être qui je pense que tu es, mais tu as aussi la question de la déception que effectivement tu peux produire chez les autres, en vrai. Parce que tu sais, on le voit aussi chez les artistes. C'est un sujet qui est extrêmement important. Tu sais, un artiste a une aura, un sportif a une aura, et cette aura suppose une certaine distance. Tu te souviens l'albatros? Donc c'est quand il est loin que tu l'admires. Mais quand finalement il Tout à devient fait. monsieur, madame, tout le monde, il n'est plus si excitant que ça. Je veux dire, s'il fallait que tu croises tous les jours, je sais pas, Djoko, ou Messi, ou Neymar, ou n'importe qui, au pied de ton immeuble, qui pousse son caddie, ben, c'est plus une légende. C'est monsieur et madame tout le monde, en vrai. Et ce qui Et explique aussi le taux élevé de divorce suite à la fin de la carrière. Alors souvent on apparente, puisque le milieu du foot étant un petit peu plus médiatisé que d'autres, souvent on considère que les femmes sont des michtos et qu'elles s'en vont quand il y a plus d'argent puisque tu arrêtes ta carrière. ouais. Alors si une partie existe évidemment, il n'y a pas que ça, puisque la femme aussi a des attentes. Elle comprend, comme on vient de le dire, la vie de son mari qui est pris par ses obligations, mais elle espère enfin un mari à la maison, un mari de retour une fois que sa carrière est terminée. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc le taux de divorce s'explique aussi par ça. Oui, et je pense d'ailleurs que homme ou femme, quand on est compagne ou compagnon de sportifs de haut niveau, ça se passe aussi beaucoup chez les artistes. En fait, on se dit que maintenant que la carrière est finie, finalement,
je vais prendre une place un peu plus centrale dans sa vie, puisque sa carrière est finie. D'accord? Ou Tout à peut-être fait. même que, en vrai, je serai le centre de sa vie. Moi et les enfants. Disons s'il y a un enfant. Et puis finalement, on se rend compte que le gars en face ou la nana en face, mais c'est pas ce à quoi elle aspire, en fait. Parce que tu ne peux pas demander à une personne, fût-elle ton amoureux ou ton amoureuse, tu ne peux pas, même tes enfants, tu ne peux pas demander, en fait, à ces personnes de te prodiguer l'intensité, en fait, à laquelle tu étais habitué, avec les stades, avec les compétitions, avec les médailles, avec les contre-performances et les échecs, avec les entraînements, avec les voyages. Tu peux pas demander, en fait, et de toute évidence, eux ne peuvent pas non plus fournir. C'est ça l'idée, ils peuvent pas fournir ça. Et donc, du coup, il y a forcément un émotionnel qu'il va falloir gérer. Et j'ai envie de te dire que autant il est important de préparer les sportifs, mais c'est pas bête non plus de préparer l'entourage des sportifs. Je l'ai fait pendant longtemps pour des artistes. D'ailleurs, au début, j'ai pas accompagné d'artistes. Au début, je n'accompagnais que des fils et des filles d'eux, des époux et des épouses d'eux. Je n'accompagnais que les personnes autour. Même sur les problématiques de surexposition médiatique, je n'accompagnais que les fils et filles, les compagnons et compagnes, avant d'accompagner effectivement la personne. Et donc, je sais que les sportifs, c'est pareil. Il y a la problématique en fait du sportif, il y a la problématique du compagnon du sportif, il y a la problématique du fils et de la fille du sportif. Surtout si le fils ou la fille ne suit pas les traces de maman ou de papa. Je veux dire, si mon papa s'appelle Zizou, je fais du foot. Bon, ok. Mais si mon papa s'appelle Zizou et que demain je fais quoi? Je fais de la comptabilité, du commerce international ou du trading. What about? Où est mon père dans l'histoire? De toute évidence, il y a quelque chose qui a changé. De toute évidence, il y a ça. Et effectivement, et encore une fois, les fêtes de fin d'année sont un catalyseur de ces fossés qui peuvent exister au sein d'une même cellule familiale, y compris la cellule familiale élargie. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le dire, que c'est un vrai catalyseur. C'est-à-dire que, à la limite, s'il y a un moment où tu dois répondre à mes attentes, c'est bien celui-là. À la limite, le reste de l'année, je veux bien comprendre que, mais là, sois un bon mari, sois un bon fils, sois un bon père, et réponds limite à la charte, tu vois. On a l'impression qu'il y a une charte qui est écrite de être un bon père, être un bon mari. Et d'ailleurs, c'est là où c'est important aussi de connaître son langage d'amour, celui qu'on donne, mais aussi celui qu'on reçoit, celui qu'on a besoin de recevoir. Et donc, il est aussi très important de se connaître parce que recevoir, par exemple, je suis amoureuse de quelqu'un et pour lui, sa manière de m'aimer, c'est de m'acheter des bijoux, mais en fait, pour moi, ma manière de recevoir de l'amour, c'est d'avoir des câlins et de regarder Netflix sous le plaid. Eh bien, forcément, là, il y a des dissonances. Et c'est vrai que la période de Noël, hein, le coin du feu sous la cheminée, ou bien au moment où il fait froid, tu as envie de câliner encore plus et que le gars ne comprend pas. Attends, je t'ai acheté une grosse bague pour Noël qui coûte 15 000 € la bague. Je ne comprends pas pourquoi. En plus, tu fais la gueule. Tu vois, j'ai claqué limite mes derniers sous pour te faire un plaisir parce que je viens de terminer ma carrière. Il me reste peut-être plus grand chose avant d'investir, etc. J'ai fait cet effort-là pour te faire plaisir. Et puis finalement, tu fais la gueule. Parce qu'il y a aussi l'après-Noël à gérer parfois. Mais oui, effectivement, il y a l'après-Noël. Et tu sais, l'après-Noël, alors, il y a forcément un sujet qu'il faut aborder, qui n'est pas un sujet annexe. La sphère, justement, familiale est le berceau, finalement, de notre personnalité, puisque c'est dans la sphère familiale. Je parle des ascendants, les parents, la famille élargie. C'est dans cette sphère qu'on a construit notre personnalité. C'est donc dans cette sphère que l'on a vécu notre blessure narcissique, la peur de mourir par manque d'attention. C'est dans cette sphère qu'on a vécu nos premiers traumas, y compris donc le trauma éducatif. C'est dans cette sphère qu'on a, et souvent dans ces lieux, en vrai, qu'on a la maison de mamie, tu sais, dans ces lieux qu'on a connus
la dépression infantile précoce, la compulsion comportementale que l'on a capté, garder, ne pas perdre l'attention des autres, mais c'est aussi dans cette sphère qu'on a pu vivre nos premiers traumas sexuels. Et là, en fait, il y a un vrai sujet, en fait. Et forcément, physiquement, retourner dans ces lieux ou retourner en compagnie de ces gens va forcément exacerber, finalement, et faire revivre les fameux traumas. Et même en dehors des aspects inceste ou quoi que ce soit, il y a je l'ai observé tant chez les artistes que chez les sportifs, il y a des motivations subconscientes qui sont toujours liées à un genre de défi que l'on se donne à soi-même, mais un genre de défi que l'on donne à nos autorités parentales. Je vais leur montrer. Il y a toujours un je vais leur montrer. Alors, c'est un moteur énorme, c'est une source d'énergie, certes, mais si cette source d'énergie n'est pas pacifiée, et Dieu sait si personne ne pense à la pacifier, parce qu'on justement on a peur de perdre la niaque. Ce que me disent les sportifs et aussi les artistes, c'est qu'ils ont peur de perdre la niaque. C'est sur cette contrariété là par rapport à papa, par rapport à maman, par rapport à tati. C'est sur cette contrariété par rapport aux enseignants. Quand j'étais gosse, tout le monde me raillait et je me suis dit ouais, c'est par rapport à ça, je vais leur montrer. Je suis devenu champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Mais en réalité, le problème du défi, si tu veux, neurologiquement, lorsque tu donnes à ton cerveau un objectif, c'est pour ça qu'en neuro-émotionnel, on ne travaille jamais avec l'objectif. En tout cas, l'objectif, c'est pas un endroit où on va, c'est un endroit d'où l'on part. Je vais l'expliquer. Lorsque tu donnes à ton cerveau un objectif très, très, très marqué émotionnellement, je vais leur montrer à ces gens que ce que je vaux. Je suis pas le canard boiteux de la famille, je suis pas le mouton noir, je vais leur montrer. Donc, mon corps et mon système nerveux va développer une série impressionnante de ressources physiologiques, mais également émotionnelles, lorsqu'on parle de sport de haut niveau, hein. Donc ça se joue au mental, ça joue à l'émotion, à la gestion des émotions. Et donc, tu développes une série de skills, si tu veux. Le problème, c'est qu'une fois que tu as atteint ton objectif, ou une fois que tu sais que tu ne peux plus l'atteindre, il y a deux moments où un cerveau s'arrête. C'est quand il est arrivé là où tu lui as dit d'arriver, et là où, quand il prend conscience qu'il ne va pas y arriver de toute façon. Parce que si ta carrière est finie, tu as 42 ans, la Coupe du Monde, c'est pas pour toi. D'accord ? Donc tu sais que, et tu n'as toujours pas, en fait, réalisé ce défi, tu sais que tu ne vas pas y arriver. Ou encore, malgré tout dans ta carrière, tu y es arrivé, tu es sorti, tu as fini ta carrière, tu es parti sur les honneurs avec une médaille olympique. Le problème, c'est que toutes ces ressources dont ton système disposait, il va s'en débarrasser. Parce qu'il n'en a plus besoin. Il n'y a rien d'inutile dans un corps. Rien. Et si ces ressources-là, j'en ai plus besoin, j'ai réussi, je suis arrivé, donc je n'ai pas besoin de ces ressources-là pour continuer dans la vie. J'ai eu ma médaille, j'ai eu la reconnaissance de maman, j'ai eu la reconnaissance de papa, j'ai gagné mon défi. Et donc je vais tomber dans une dépression. Dans le sens physiologique du terme, ce sens où toutes mes ressources, finalement, vont complètement s'amoindrir. Parce que maintenant que je ne suis plus dans les stades, mais je n'ai pas besoin d'autant de dopamine, je n'ai pas besoin d'autant d'énergie, je n'ai pas besoin de cette configuration neurochimique, je n'ai pas besoin de cette structure neuronale, je n'ai pas besoin de ce fonctionnement neuronal, je n'ai pas besoin de cette composition neurochimique. Et donc je m'en débarrasse. Et mon corps, finalement, va adapter. Je redeviens quelqu'un de normal, je redeviens quelqu'un de mainstream. Et ce faisant, je le vis mal dans mon corps, et socialement, je le vis très mal, parce que j'ai habitué les gens à me regarder comme « Ah !» Et ça, en fait, la simple présence et l'expérience des fêtes exacerbe, en fait, ce phénomène. Et c'est extrêmement... C'est l'une des phases, ça fait plus d'un quart de siècle que j'accompagne des gens.
Ça fait partie des phases les plus douloureuses que j'ai pu observer chez quelqu'un. La perte des ressources, une fois le défi atteint, ou une fois que où on sait que le défi ne sera jamais atteint. C'est très violent, et pour le coup, c'est très dangereux. Mais là, alors, on peut avoir des passages d'un point de vue neuroscientifique, je comprends tout à fait où on en est, physiologiquement parlant. On a tout intérêt à trouver les solutions ou éventuellement à se faire accompagner pour retrouver un équilibre émotionnel et un équilibre physiologique. Mais d'un point de vue neuroscientifique, que faut-il faire de quoi le corps a besoin finalement? La première des choses pour éviter ça, c'est encore une fois considérer un objectif non pas comme un endroit où on va, mais un endroit d'où l'on part. L'idée, c'est de se dire, avant même, je débute ma carrière, maintenant que je suis champion olympique, maintenant que je suis une légende, qu'est-ce que je fais? C'est ça l'idée. C'est pour ça que je dis que, alors, je sais que c'est un peu utopique. On en avait déjà parlé. Tu te souviens, à 6 ans, devant le Stade de France. On en avait parlé, on disait que... Oui, vous pouvez aller voir cette vidéo. Elle est toujours disponible dans YouTube, où Roméo et moi, nous étions déjà très intéressés sur le sujet de la reconversion du sportif de façon émotionnelle, je le reprécise, clairement. Il ne s'agit pas de reconversion professionnelle, mais bien de neuro-émotion ici. Neuro-émotionnel, complètement. Et cette vidéo est encore très d'actualité. L'idée, c'est que si je me prépare à l'après déjà en commençant, j'ai envie de dire j'ai tout gagné. Mais je sais que personne ne le fait. C'est limite utopique. Mais j'ai envie de dire ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas. Je suis désolé, ça ne devrait pas. Puisque on sait tous que je pense que Kylian Mbappé, mais même son petit frère, il sait bien qu'un jour il aura 40 ans. Et il sait bien qu'un jour ça va s'arrêter. Bien évidemment. Et il vaut mieux l'appréhender maintenant. Quand on sait que ça va s'arrêter, c'est toujours plus... Et quand on accueille le fait que ça va s'arrêter, le jour où ça s'arrête, c'est toujours plus facile, en tout cas moins difficile à gérer. Déjà la première chose. Maintenant, partons du principe où, je me suis pas préparé je vis cette fameuse dépression. J'ai atteint l'objectif et en fait, j'ai réalisé mon défi ou je l'ai raté, mais encore une fois, ça revient au même. J'étais dans le défi. Le défi s'arrête, je perds mes ressources. Dépression. Comment est-ce que je vais justement régler ça? Et ça, c'est ce que tu fais en fait avec tes accompagnés. Je vais justement pacifier mon passé. Je vais modifier l'expérience passée. On peut modifier son passé. On ne peut pas modifier les événements, tout à fait. Mais on peut modifier la charge émotionnelle et donc l'expérience. On ne peut pas changer un événement passé, mais on peut changer une expérience passée. Et là, on va passer par toute une série de phases où on va modifier son point de vue sur les choses, on va modifier son interprétation en fait des choses. Et là, en fait, on s'en sort. Et très clairement, je veux vraiment dire à tes accompagnés et à toutes les personnes qui gagnent à être accompagnées par toi, il n'y a pas d'autre voie. On a cherché, on continue de chercher, on n'a pas trouvé. Je suis pas le seul à chercher. Mes collègues de la communauté scientifique cherchent encore. On n'a pas trouvé. Et en plus, on sait que cette voie-là, elle fonctionne. Donc, vas-y ou n'y va pas. Je le confirme, je le vois très régulièrement. Déjà, je l'ai vu sur moi, mais je l'ai vu aussi sur mes teammates. Tout à fait. Mais clairement, tu y vas, tu as une chance de t'en sortir. Tu n'y vas pas, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Très clairement. Très, très clairement. C'est douloureux. C'est inconfortable. Ça demande une vraie volonté, en fait. Ça demande, et justement, et pour le coup, moi, ce que j'invite, en fait, les sportifs à faire, c'est de maintenir cette même intensité-là, mais dans cette compétition-là. La compétition à l'intérieur. La compétition avec soi-même. Pas contre soi, mais avec soi-même. Maintenir, en fait, ce niveau d'intensité entre, voilà, je vais modifier le point de vue que j'ai sur mon passé, je vais retrouver mes motivations inconscientes, parce qu'il y a toujours des motivations inconscientes à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre. Il y a toujours des motivations
inconscientes, subconscientes qui sont de l'ordre du défi. Et je vais modifier, en fait, ce point de vue-là. Je vais modifier ma charge émotionnelle par rapport à certains événements. Et je m'aperçois au miracle qu'en fait, même en modifiant cette charge émotionnelle, c'est-à-dire sortir d'une exclusivité émotionnelle à un choix émotionnel, on ne passe pas d'une exclusivité pour aller à une autre exclusivité, on ne passe pas de l'exclusivité émotionnelle désagréable à l'exclusivité émotionnelle agréable, je passe de l'exclusivité émotionnelle désagréable au choix émotionnel. Donc ça peut être ou désagréable ou agréable, tout va bien. Mais une fois que mon système a le choix, à partir de ce moment-là, il va juste attendre mes instructions. Il n'ira pas tout seul. Il me dira, bon ben, si tu veux qu'on aille à gauche, on va à gauche. Si tu veux qu'on aille à droite, on aille à droite. On va à droite. Mais c'est toi qui me dis. C'est ça l'idée. Et ce travail, changer en son fait, expérience émotionnelle sur un événement passé change également sa réalité actuelle, change sa personnalité totalement. Et change son expérience de vie. Et surtout change son futur. Et ça, donc influe sur son futur, puisque le présent étant un cadeau, et il construit notre futur. C'est ça l'idée. Il faut bien se dire, tu sais, les scientifiques qui sont des experts du temps et de l'information disent qu'en réalité, le futur a plus d'influence sur le présent que le présent n'en a sur le futur. C'est le futur qui crée le présent. Comment ça? La personnalité que j'ai me donne des élans, des aspirations, des objectifs, des envies. Je me dis, ben tiens, ben, maintenant je vais là. Et en fait, il se trouve que ce futur-là, à un niveau potentiel, il correspond, je le construis dans ma tête, en vrai. Après, j'ai pas besoin de l'expliquer aux sportifs parce que la préparation mentale du sportif de haut niveau, c'est participe de ça. Et l'idée, c'est que ce futur dans lequel je me projette neuro-émotionnellement crée ma réalité présente. Ok? Me donne les ressources, me donne les skills, on en a parlé tout à l'heure. Mais je peux tout à fait garder ça, ce fonctionnement-là, pour peu que j'en sois conscient, après ma carrière. Même si les stades sont terminés, même si c'est fini, même si la compétition est finie, même si je ne suis pas passé de joueur à entraîneur, même si je quitte complètement, je crois que tu parlais d'un ancien de... Je me souviens, ça, tu sais, ça m'a marqué cet exemple que tu m'as donné il y a 6 ans, d'un ancien de France 98, qui est devenu pisciniste, je crois. Qui est devenu pisciniste, il me semble. C'est pas Guy Varche, il me semble que c'est Guy Varche qui c'est ça, oui, Stéphane Guy Varche, il me semble. En Bretagne, hein. Alors, dans le monde. Chers auditeurs, si je fais une bêtise, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire Vanessa, on va te tirer les oreilles, tu as dit une bêtise. Mais de mémoire, ouais, j'aurais dit que c'est Stéphane Guy Varche qui était parti en tout cas à l'époque en Bretagne qui avait décidé de couper, hein. Soyons clairs, hein, c'était une volonté, hein, et c'était pas subi parce que certains avaient pu considérer ça prendre ça comme une raillerie, comme un échec. Non, il avait volontairement choisi cette vie-là, coupé court et puis parti sur autre chose. Ce serait intéressant de lui poser la question et que tu en parles avec lui. Mais l'idée, c'est donc s'il nous entend. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me projette dans un projet de vie, dans une même intensité, parce qu'en fait, il est complètement possible d'avoir une vie aussi intense, même sans les stades, même sans les entraînements. Je peux confirmer. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Maintenant, l'idée, c'est que il faut bien comprendre que faire le deuil du sport de haut niveau, c'est changer de personnalité. Si tu changes pas tu ne peux pas avoir la personnalité je sais pas, Cristiano ne peut pas avoir la personnalité qu'il avait il y a 5 ans, qu'il a encore aujourd'hui, il pourra pas avoir la même dans 10 ans. Tu vois, tu as une personnalité. C'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut changer de personnalité? Donc, je réponds évidemment oui. Et là, tu ne fais que confirmer oui. Nous pouvons changer. Moi, je réponds il faut. Et de personnalité. Moi, je réponds Pardon? Il faut. Il faut. Je ne dis pas on peut, je dis il faut. C'est une obligation. Je pense que il vaut mieux. Notre réalité personnelle est créée par notre personnalité. Ça, c'est un principe neuroscientifique de base. Et c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Or, la réalité personnelle que j'ai après les stades n'est pas celle que j'ai pendant.
Ok. D'ailleurs, finalement, toutes les personnes qui prennent leur retraite de tout métier différent vivent la même chose. Hein. On est d'accord? Tu fais une retraite du militaire, ça passe pareil. Mais tu fais une retraite d'un truc classique, hein, tu peux être, je sais pas, DGS, caissière, comptable ou cheminot. À 60, je ne sais pas combien d'années, tu prends ta retraite, mais tu n'as pas la même vie. Et c'est pour ça que la retraite, c'est quelque chose qui doit fondamentalement se préparer et qui doit se préparer comme étant un deuil. C'est-à-dire que neurologiquement, il est bien question de deuil. Et c'est pour ça que le terme même de deuil est fondamental. Ce n'est pas juste une retraite, c'est un deuil. Ça fonctionne dans le corps exactement comme le deuil de maman, le deuil de papa, le deuil d'un proche, le deuil de qui tu veux. Ça fonctionne vraiment comme un deuil. Donc, je vais devoir vivre différemment et être une personne différente. Parce que quand tu perds tes parents, je suis passé par là, de toute évidence, tu ne peux pas être la même personne que quand tu les avais. Même si tu vivais à 10 000 km d'eux. Ça faisait très longtemps que j'étais très très loin de mes parents, mais ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Donc, je suis quelqu'un qui a des parents. Mais une fois qu'ils ne sont plus là, je ne suis plus la même personne, je suis quelqu'un qui n'a plus. Parce que l'important, finalement, c'est le système de croyance. C'est ce qu'on croit. Totalement. Il y a ce qui se passe dans la vie et on l'interprète de différentes façons. Et la manière d'interpréter le monde, c'est nos croyances qui déterminent notre façon de l'interpréter. D'interpréter le monde complètement. Et donc, notre personnalité. Finalement, notre personnalité, c'est pas autre chose que l'ensemble, finalement, des croyances qu'on a. Neurologiquement, ce qu'on appelle une croyance, c'est l'émotion que l'on associe à une information perçue. Donc, c'est bien une émotion. La croyance c'est pas cognitif. On va la formuler avec notre cognition, mais une croyance, c'est limbique, c'est neurologique, c'est pas cognitif. Et l'idée, c'est que comme mes croyances, mes émotions, j'entretiens des émotions, ça me donne une humeur, j'entretiens une humeur, ça me donne un sentiment. J'entretiens un sentiment, ça me donne un tempérament. J'entretiens mes tempéraments, ça me donne des traits de caractère. J'entretiens des traits de caractère, ça me donne une personnalité. Et j'entretiens une personnalité, ça me donne une réalité personnelle. Donc, c'est véritablement ça. Et le deuil, c'est modifier la charge émotionnelle que j'ai sur une information ou sur un ensemble d'informations. Donc, les stades, la compète, le machin, les journalistes, la notoriété ou l'anonymat, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui sont particulièrement anonymes. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Mais notoriété ou pas notoriété, on a effectivement une vie dont on doit faire le deuil. Et lorsqu'on fait un deuil, on a toujours 3 deuils à faire. On a le deuil de la personne ou de la situation. On a le deuil de l'engagement que l'on avait envers cette personne, de la relation qu'on avait envers cette personne ou cette situation. Et il y en a toujours un qu'on oublie. Toujours un qu'on oublie. Il est fondamental de faire le deuil de la personne qu'on était. Qu'on était, nous, la personne qu'on était, nous, avec cette personne ou avec cette situation. Le deuil de la situation, le deuil de la relation avec cette situation, donc le lien que j'ai avec, mais aussi le deuil de la personne que moi j'étais dans cette situation, puisque je n'y suis plus. Et si je peux rajouter aussi, il y a le deuil de ce que je n'ai pas accompli et que je ne vais pas accomplir. Je vais devoir accepter de quitter cette vie-là. Oui. En me disant, oh, mon rêve, c'était d'être championne olympique, d'avoir un record du monde, peu importe, et d'accepter que ça n'existera pas, et donc je ne serai éventuellement pas cette personne que j'avais envisagé d'être. La question du défi, on y retourne encore. Je dois faire le deuil du défi que j'ai réussi, puisque j'ai réussi, donc j'ai plus de défi. Je dois faire le deuil du défi que j'ai échoué, puisque j'ai échoué, et je ne pourrai plus le réussir. Donc, dans les 2 cas, il faut faire le deuil du défi. Et ça s'accompagne. Et en vrai, il faut être clair. Hein. Personne n'a les ressources de le faire seul. Personne. Parce qu'on n'a jamais le recul. Et d'ailleurs, heureusement, on n'a pas le recul émotionnel sur soi-même. On ne doit pas avoir le recul émotionnel sur soi-même, parce que ce serait un état dissociatif qui relèverait de la psychopathologie. Donc, personne ne peut faire ce travail tout seul.
personne ne peut mener cette démarche sans être accompagné. Personne. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai eu 2 thérapeutes et que j'en ai toujours un, puisqu'un thérapeute doit être suivi par un autre thérapeute, parce que même si on est thérapeute, comme tu le dis justement, on n'a pas le recul sur soi. Et souvent, mon thérapeute me dit des évidences, hein, des trucs que je sais factuellement. Je sais quelle méthodologie mettre en place, comment analyser la situation, etc. Mais quand on me le dit, je dis mais enfin, mais bien sûr, Vanessa, mais comment ça ne peut pas ça ne te saute pas aux yeux. Mais en effet, simplement parce qu'on ne peut pas avoir le recul. Et d'ailleurs, tu prends un exemple que j'aime beaucoup concernant à Dubaï. Alors, l'immense tour, dis donc, j'ai un trou de mémoire, n'importe quoi. Le Burj Khalifa. Tu dis souvent que beaucoup de gens ne veulent pas habiter dans le Burj Khalifa. C'est ça. Jamais je n'habiterai cet endroit. Pour une raison bien simple, c'est parce que c'est le seul endroit à Dubaï où je la verrai pas. Donc ça ne m'intéresse pas d'habiter le Burj Khalifa. Voilà, l'exemple est très flagrant. J'aime beaucoup cet exemple. En effet, il y a énormément. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Burj Khalifa, c'est la tour la plus haute du monde, et donc il y a énormément il y a un système qui permet d'avoir des images régulièrement en fonction des actualités de l'année, de Noël, du jour de l'an, même quand c'est l'anniversaire de la femme de Cristiano Ronaldo. Eh bien, c'est joyeux anniversaire Georgina sur le Burj Khalifa. Et donc, il y a beaucoup d'animations sur la tour. Donc, évidemment, quand tu habites dans la tour, tu ne peux pas voir ce qui se passe sur la tour. Donc, beaucoup de gens, même s'ils ont les moyens de vivre dans cette tour, préfèrent habiter juste à côté ou juste en face pour pouvoir en profiter du spectacle. Et le spectacle est magnifique. C'est vrai. On ne peut que reconnaître. Mais les êtres humains, c'est pareil. On ne peut pas voir nos émotions. On ne peut pas avoir de recul sur soi. Enfin, voilà, parce que si je prends du recul... par contre, le thérapeute en face de moi, lui, me regarde de l'extérieur. En fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, moi, je me souviens, alors, dans le très peu de sport que je pratique, je sais bien que j'ai beau me dire, allez, vas-y, Roméo, vas-y, allez, il y a plus qu'un tour. Il y a plus qu'un seul tour de piste. Tu vois, par exemple, je fais de la boxe comme ça, justement, tout à l'heure, j'y étais. Donc, j'ai beau me dire, allez, 1, 2, 3, on y va. T'as plus qu'un tour. J'ai beau me dire, tu n'as plus qu'un tour. Lorsque j'entends le coach me dire, vas-y, Roméo, plus qu'un tour. Mais là, j'ai une énergie différente. Je sais bien qu'il n'y a plus qu'un tour. J'ai compté mes uppercuts, mes crochets, mes droits. Et je sais que j'ai fait mon cycle, je sais que j'ai fait un deuxième cycle, et je sais que je dois en faire un troisième. Mais quand lui m'a dit, allez, on n'y est, plus qu'un tour, là, j'ai une énergie différente. Parce que ça vient de l'extérieur de moi. Pour l'accompagnement du deuil, c'est pareil. Et j'ai même encore plus loin, mes entraîneurs, où je pense que j'ai gardé ça tout au long de ma carrière, le dernier tour, c'est le meilleur. Alors, peut-être pas que chronométriquement parlant, ce sera le plus rapide. En tout cas, dans l'énergie, et Dieu seul sait on sait à quel point l'énergie est importante, dans l'énergie, dans ta tête, le dernier doit être encore meilleur. Donc vraiment, l'engagement est évidemment encore est flagrant, il est total. Tu sais cette histoire du syndrome du dernier tour, ça évoque ce que je disais tout à l'heure sur le syndrome. Parce que, je sais pas si tu sais, mais les accidents de la route, généralement, alors il faudrait que je vérifie le chiffre, mais je crois que c'est 80% des accidents de la route sont faits dans un rayon de 3 km de la maison, autour du domicile. Ouais. D'accord ? C'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on baisse de vigilance. Ouais, on commence relâche déjà à se l'attention. préparer à... C'est typiquement ça. Et donc l'idée, le coût du défi, c'est quoi ? C'est que, tu vois, même à l'approche, en fait, de l'atteinte finalement de cet objectif, je commence à me débarrasser de certains skills. Je commence à me débarrasser de certaines ressources. Encore une fois, il n'y a rien d'inutile dans un corps. J'ai besoin de quelque chose pour passer de 0 à 1. J'ai besoin d'autre chose pour passer de 1 à 10. Mon objectif, c'est 20.
Lorsque j'arrive à 19, je n'ai pas besoin des mêmes ressources dont j'avais besoin pour passer de 0 à 1, pour passer de 19 à 20, ni pour passer de 10 à 19. Donc, je commence, en fait, et donc j'ai déjà une baisse, une perte de skills, une perte de ressources, d'accord? Et c'est ce qui explique, c'est ce qui se retrouve dans le syndrome du dernier tour, dans le syndrome de la dernière minute, parce que, et c'est pour ça que les coachs, allez, on y est, parce que forcément, tu sais, ton corps sait que, allez, on n'a pas fini, allez, arrête. On se prépare à arrêter. Et si tu n'as pas ce coach, ce thérapeute qui te dit, hey, Chabin, allez, on y va. On y est presque. Vas-y, tu y es presque. Ben, en fait, tu risques très fort. Ça te demande une énergie mentale de dingue pour justement avoir les ressources pour ce dernier tour, pour ce dernier kilomètre. Pareil pour la fin de carrière. Ça te demande des ressources de dingue que tu ne peux pas mobiliser par toi-même, que tu ne peux pas mobiliser si tu n'as pas quelqu'un à côté qui te dit « Eh, vas-y, Chabel, vas-y, on y est presque. Voici la situation dans laquelle tu es, voici les ressources dont on a besoin, tu y es. Avance encore, fais encore un pas. » Et c'est vraiment fondamental. Vraiment, j'insiste, particulièrement dans cette période de fête de fin d'année, j'insiste vraiment pour que les personnes se fassent accompagner. Ce n'est pas un signe de faiblesse de se faire accompagner, c'est un signe de force. Tu es un champion, mais tous les champions le savent. Tu es un champion parce que tu as un coach, tu as un entraîneur. Je veux dire, le Real Madrid n'est pas le Real Madrid avec Zidane ou sans Zidane. Je parle de l'entraîneur. Le Real Madrid n'est pas le Real Madrid avec ou sans Mourinho. City, Pep Guardiola, tout ce que tu veux. On parle du Barça de Pep. On parle du Barça après Pep. Le Barça de Pep, c'est pas le Barça de Xavi. On est d'accord. Mais c'est pareil. Le coach dont tu as besoin dans ta carrière, finalement, dans ton après-carrière, tu auras tout autant besoin, et peut-être même plus, besoin d'un coach, de quelqu'un qui sait ce que tu vis, de quelqu'un qui, lui, a connu et est passé par là. C'est là que tu as besoin de ça. Et c'est précisément parce que tu es un champion, et c'est précisément parce que tu dois rester un champion, que tu as besoin d'un coach. Et c'est vrai que là aussi, c'est une question de croyance, parce qu'il n'y a aucun sportif de haut niveau qui te dira qu'un coach est inutile. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué quand ils arrêtent leur carrière. Alors que finalement, pour donner un exemple tout bête, j'ai été sportif de haut niveau combien de temps? On va dire 20 ans, pour résumer. Je n'avais clairement pas besoin d'un coach sportif quand j'ai terminé ma carrière. Mais pourquoi j'ai décidé de aussi me faire accompagner au niveau sportif? Parce que il a un recul, parce qu'il m'emmène parfois sur des zones où je n'ai pas envie d'aller, et que c'est plus facile de se faire accompagner dans les zones où on n'a pas forcément envie d'aller, là où c'est désagréable. Mais oui, la douleur physiologique, physique ressentie est pas toujours agréable de façon générale. Quand on est seul, elle est encore moins agréable. Et quand on a un coach, eh ben en effet, la motivation dont tu parles, les mots, le recul, l'analyse de parce que finalement, pendant que je suis en train de faire l'exercice, je ne peux pas avoir le recul sur mon placement, etc. Et c'est logique quand on est en carrière. Bizarrement, ça l'est beaucoup moins quand on arrête sa carrière. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé ce programme Be You juste après 3 mois pour aller mieux et aller plus vite, parce que j'ai pu le faire. Mais je l'ai fait en 10 ans. J'aurais voulu qu'il le fasse beaucoup plus vite que moi. Et mieux encore, tu vois. Et heureusement que j'ai été très, très bien accompagnée. Pour le coup. Franchement, on ne dira jamais assez à quel point c'est indispensable, c'est inévitable. On ne peut pas ne pas se faire accompagner. On ne peut pas. Tout simplement. Et précisément parce qu'on est des champions, un champion a un coach. Derrière tout champion, il y a un coach. Donc, derrière tout homme, il y a une femme, et derrière tout champion, il y a un coach, finalement. Champion un jour, champion toujours. C'est pas ce que j'ai envie de garder de cette quasi-heure passée avec toi. Ou si on devait récapituler le syndrome des fêtes de Noël pour un ancien sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenir qu'il est naturel de se sentir mal dans cette période-là. D'autres le font, les sportifs restent des êtres humains. Et qu'il est fondamental
de se faire accompagner, et vraiment, j'invite vraiment justement les sportifs à se servir de ça comme justement un nouveau challenge à relever. Justement, maintenant qu'il n'y a plus les défis des compétitions, mais maintenant il y a un défi de la vie. Et là, en fait, on a la super occasion de rester un champion. Vraiment, profitez de ces fêtes de fin d'année, profitez de ça pour rester définitivement des champions de la vie, après avoir été des champions du sport, rester des champions de la vie et profitez justement pour guérir tous ces traumas passés. Ce sont d'excellentes opportunités qui se présentent. C'est trop dommage de louper ces opportunités-là. Souvent, on dit que le temps guérit toutes les blessures. Je ne partage pas ce point de vue. Le temps, au contraire, risque il faut du temps, mais le temps ne suffit pas. D'exacerber les blessures au fur et à mesure. Clairement, il faut du temps, mais le temps ne suffit certainement pas. Le temps tout seul est contre-productif, mais le temps avec d'autres choses est impératif. Tu as longtemps accompagné monsieur et madame tout le monde, c'est plus le cas, hein. Aujourd'hui, tu accompagnes que les thérapeutes, mais pour ceux qui voudraient te suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, sur quel réseau te suivre? Alors, le point central de tout, c'est le site romeocournal.com. Sinon, je suis sur toute la sphère, tout l'écosystème digital, y compris TikTok maintenant. Bon, merci ma fille. Mais voilà, il y a Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Roméo Cournal, tout simplement, ou Roméo Cournal, coach intuitif. Et sinon, le site romeocournal.com. J'en profite pour embrasser la belle Wendy, du coup, qui te permet de vivre une nouvelle aventure sur TikTok. Typiquement, tu vois maintenant, Wendy, les amis, mon coach. Il est temps de vous souhaiter un joyeux Noël. Hein. Tu vois, la preuve que finalement, on a besoin de coach à tout niveau, à tout âge. C'est pas une histoire que d'expérience de vie dans le terme de nombre d'années de vie. Mais parfois, on peut avoir moins d'années de vie et plus d'expérience dans un seul domaine. La preuve, c'est bien ta fille, qui a beaucoup plus d'expérience que toi, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Surtout sur TikTok. Écoute. Et tu vois, justement, maintenant, et j'en ai pris la conscience assez vite, je dois maintenant faire le deuil de l'anonymat relatif. Parce qu'effectivement, TikTok, c'est extrêmement viral. Et du coup, je dois faire le deuil maintenant de l'anonymat relatif pour entrer dans cette capacité que, depuis TikTok, je peux être reconnu par n'importe qui à n'importe quel endroit, y compris aux Émirats. Je viens d'arriver aux Émirats, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Donc voilà. Ça aussi, c'est un changement de personnalité. Passer de monsieur, madame, tout le monde à un personnage exposé, voilà, c'est un changement de personnalité. Et du coup, ça s'accompagne. Et du coup, il faut être accompagné. Donc, tu es en train de dire que toi aussi, même si tu es le coach des coachs, tu es accompagné. Évidemment. Ah, bien sûr. Bien sûr, voilà. Évidemment. Il ne s'agit pas que de donner des conseils en disant « toi, fais-le ». Il faut vraiment l'expérimenter et l'incarner. Oui, très clairement, très clairement. Il est hors de question que j'exerce sans être supervisé. C'est pour ça que j'en ai 3. Voilà. Moi, j'en ai eu 2. Toi, tu es encore au stade supérieur. Toi, t'en as 3. Bien. Ouais. Écoute, Roméo, je vais te laisser aller festoyer avec ta famille. Merci d'avoir pris le temps de ce moment de partage. On se retrouve. Écoute, tu m'as gentiment déjà dit oui pour la semaine prochaine, afin de parler. On peut l'annoncer. Hein. Allez, pour une fois, je vais parler du prochain épisode qui va parler du syndrome de l'imposteur, un sujet ô combien connu par les anciens sportifs de haut niveau. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, les amis. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. J'espère que cet épisode t'aura plu. À toi, Roméo, mais à ceux également qui nous écoutent. Hein. Je veux également te souhaiter à toi qui m'écoutes un excellent, joyeux Noël. Mais si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail contact@vanessagladon.com. Si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert.
Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous le week-end prochain pour le syndrome de l'imposteur. Joyeux Noël!